avant tout, je tiens à remercier les sponsors, évidemment, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Je tiens à remercier mes 2 anges gardiens aussi, Farouk et Arnaud, qui m'ont assisté tout au long de la construction de ma présentation et tout au long du setup un peu difficile sur Remo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un lien tout de suite pour ceux qui voudraient coder, qui ont leur machine, pour ceux qui voudraient faire du Kotlin. Vous pouvez récupérer le code directement ici. Donc, c'est du Kotlin, ça s'ouvre dans IntelliJ. Normalement, il n'y a pas de dépendance particulière à récupérer. Je vous laisse 2 minutes pour le noter, pour récupérer l'URL. Et puis, j'ai un clavier, une souris ici. Donc, s'il y en a qui se sentent de venir coder sur le grand écran, ce sera avec plaisir. Ça fait... Bon, je vais laisser ça pour le moment en attendant que vous puissiez récupérer les informations. Pourquoi cette présentation? Moi, ça fait 12 ans maintenant que je fais du développement et pendant 10 ans, un peu comme tout le monde, j'ai mis des architectures entières en place. Et il y a des choses qui me perturbaient dans ces architectures et je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur ce que c'était. Et jusqu'à ce que je tombe sur l'architecture hexagonale. Et je m'en suis servi pour un cas assez intéressant, en fait, un cas où on m'a demandé de démarrer une application l'année dernière. Et cette application, elle devait faire de l'ordonnancement. Et c'est une application qui devait communiquer avec une API externe, mais qui n'était pas prête, qui devait utiliser un solver pour résoudre le problème d'ordonnancement, mais on ne savait pas encore lequel, et qui devait potentiellement sauvegarder des informations en base de données, mais alors on ne savait pas lesquelles, on ne savait pas pourquoi, et on ne savait pas encore pour combien de temps. Mais il fallait commencer tout de suite parce qu'on avait une équipe de dev, on n'avait pas d'autres sujets à traiter, et donc il fallait y aller. Quand vous êtes sur ce genre de sujet, vous avez 2 choix. Soit vous dites non, on va regarder ce qui se passe. On va attendre un peu qu'on ait des informations, et puis quand on les aura, on fera un joli plan et on attaquera. Ou alors, vous devenez inventif et vous récupérez, vous vous inspirez du dernier talk que vous avez vu en ligne, un talk qui était de Thomas Pierrin et de Cyril Martrer. Vous avez tous l'URL? Je peux passer? Alors, je me présente du coup rapidement. Je m'appelle Frédéric Emery, je suis développeur depuis 2008. Enfin, j'ai commencé avant, mais je considère que je suis réellement développeur depuis 2008. Avant, j'étais plutôt hacker. Je bidouillais un peu. J'ai travaillé pour plein de domaines, la réservation aérienne, les standards de télécom, l'e-commerce, les organismes d'État, le pari sportif, les systèmes ERP. Aujourd'hui, je suis coach Craftman et tech lead indépendant. Je donne aussi des cours. Et j'ai envie un peu de partager ce que j'ai appris au fil des ans avec le plus grand nombre. Je ne suis pas un expert de l'architecture hexagonale. Peut-être qu'il y a des gens ici. Petit sondage, qui connaît l'architecture hexagonale? Plein de monde. Qui en a mis vraiment en place sur des systèmes de production? Un peu moins de monde, mais des gens quand même. N'hésitez pas à participer, à enrichir et même à contrer mon point de vue si vous pensez que ça ne va pas dans la bonne direction. Je suis ouvert au débat et je ne prétends pas avoir la vérité. On va faire un peu de théorie quand même pour rappeler ce qu'est l'architecture hexagonale, même si la plupart d'entre vous connaissent. Et ensuite, on passera à un cas pratique, on ira directement dans du code. Ça vous va comme plan? Allez, la théorie. La théorie commence en 2005 dans la blogosphère. Alistair Cockburn, donc signataire du manifeste agile, créateur de la méthode Crystal Clear, et instigateur du mouvement agile. En fait, il constate plusieurs choses. Il constate que notre vrai problème en informatique, c'est de séparer les règles métiers des détails d'implémentation, de façon à ce que les migrations techniques n'aillent pas exploser le métier. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite juste parce qu'elles ont fait une migration technique, ça a déréglé leur métier. Et typiquement, il y en a une en micro-trading qui a perdu 40 millions en 20 minutes. Bon, voilà, banqueroute, fin de l'histoire. Je n'ai pas retrouvé le nom de la société, preuve s'il en est que l'histoire ne se souvient que des vainqueurs.
On veut garantir leur testabilité aussi, non seulement s'assurer qu'elles ne sont pas impactées par les détails d'implémentation, mais s'assurer qu'elles fonctionnent. Éviter les régressions fonctionnelles lors des migrations techniques, j'en ai parlé. Permettre une approche agile progressive, autrement dit, comment vous faites quand on vous dit le solver, on ne sait pas, la database, on ne sait pas, et l'API sur laquelle tu dois te brancher, elle ne sera pas prête avant 3 mois. Et c'est déjà pas mal. Et donc, Alistair Cockburn a mis en place un schéma qui s'appelle l'architecture Port Adapters, autrement appelé sous le nom d'architecture hexagonale. Pour l'anecdote, il aurait pu représenter ça comme un carré, puisque comme vous voyez, il n'y a que 4 parties. Mais les carrés, tout le monde en dessine, donc il s'est décidé à faire plus de côtés. Et 5, ça ne lui allait pas parce que la symétrie n'était pas comme il le voulait, donc il en a mis 6, d'où l'hexagone. L'architecture hexagonale, on va rentrer dans le détail du schéma, mais globalement, voilà, il met 4 cadrans. Le cadran où on consomme les éléments, le cadran où on administre, et après des cadrans où on interroge, où c'est nous qui envoyons des informations à l'extérieur, à la base de données, typiquement donc tous les systèmes de persistance, et sur des systèmes qui sont beaucoup plus asynchrones, tous les systèmes de notification. Si on se penche un peu plus sur la terminologie et qu'on essaie de se rapprocher du schéma, on a notre utilisateur. Notre utilisateur, il se connecte à l'API. Donc l'API est dans la couche infrastructure. Cette API, elle va aller interroger le cœur de notre application, donc le domaine. Ce domaine, généralement, on le modélise en entrée par un use case ou une commande ou une query, ça dépend de l'architecture que vous mettez en place derrière, enfin, des choix de design que vous faites. Le use case, généralement, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir la base de données, typiquement pour récupérer des données. Okay. Et donc là où c'est intéressant, c'est que les points que vous voyez, les points jaunes, c'est des points qu'on appelle les ports, c'est des points qui servent d'interface, donc c'est vraiment des interfaces en termes de structure. Et en fait, jusque-là, si vous regardez bien, si vous tournez un peu la tête sur le côté, vous retrouvez votre architecture 3 tiers. Votre API appelle votre application qui appelle votre persistance. Il y a une grosse différence avec l'architecture 3 tiers, c'est la position du rond jaune qui est à droite. Normalement, en architecture 3 tiers, votre interface, elle est côté infrastructure. C'est-à-dire que la base de données, elle vous met une interface et elle vous dit, voilà, mon contrat, c'est ça, tu vas devoir te plier à mon contrat. Là, le système ne dit pas la même chose. Le système dit, je suis l'application, je suis le domaine, je suis le métier, c'est moi qui vais te dire ce que j'ai besoin de faire. Et en tant que base de données, en tant que système de fichiers, en tant qu'API, etc., tu vas t'y plier. Je ne sais pas comment tu vas faire et ça ne me regarde pas. Moi, j'ai besoin de pousser des données à l'extérieur, réagis à ça. Donc, ça peut être une base de données, ça peut être un système de fichiers, ça peut être un système en mémoire, très utile pour les tests. Et une fois que les connexions sont effectuées, notre domaine, enfin notre use case, il va aller appeler notre modèle pour faire évoluer le modèle qu'on a, donc le modèle métier, qui porte les règles du métier. Donc là, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du DDD, du Domain Driven Design, c'est là que ça se passe, hein, les entités, les agrégats, les value objects, c'est là que vous avez toute votre logique et que vous essayez de maintenir un modèle cohérent. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires d'ailleurs. Jusque-là, tout va bien. On va se fixer 3 règles en architecture hexagonale. Règle numéro 1, le domaine ne connaît pas l'infra. Donc l'infrastructure, quand elle veut stocker des livres dans une bibliothèque, elle n'expose pas un book repository où vous stockez vos bouquins, et elle n'expose pas un librairie repository où vous ajoutez vos livres. C'est le domaine qui va exposer un repository, et le domaine, il va dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est de mettre mon livre dans la bibliothèque. Que tu doives créer le livre en base de données ou pas, que tu le crées en relationnel, en Mongo, en n'importe quoi, peu importe, j'ai besoin de mettre un livre dans la bibliothèque. À la sortie, je veux qu'il y soit et que je sois capable de le retrouver le jour où j'en ai besoin. Donc le domaine n'a aucune idée de comment ça va s'exécuter. De l'autre côté, il n'a aucune idée de ce qui se passe côté API.
Ce n'est pas au domaine de renvoyer une erreur 404. Le domaine ne dépend d'aucune librairie. Règle numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre domaine, bon, il dépend d'une chose qui est sûre, c'est le langage dans lequel vous le programmez. Hein, ça, on ne peut pas s'en passer. Mais à part ça, il faut limiter toutes les librairies que vous utilisez. Pourquoi? Pour limiter le risque qu'en cas de migration technique, vous ayez quelque chose qui déconne. Et puis, ça rend votre domaine extrêmement portable. Demain, vous décidez de déplacer votre domaine dans un autre framework parce que, je ne sais pas, moi, Spring ne vous convient plus, vous voulez faire du Quarkus. Et ben, vous prenez la brique domaine, vous l'envoyez de l'autre côté et on n'en parle plus. Et règle numéro 3, les adapteurs ne connaissent pas les autres adapteurs. Donc, autrement dit, votre système de stockage en base de données ne connaît pas le système qui permet d'aller chercher une donnée dans l'API d'à côté. Et votre API, elle non plus, elle ne connaît pas le système de base de données ou le système qui permet de communiquer avec les autres API. L'intérêt derrière ça, c'est de se dire, si demain j'ai besoin de changer une brique, je ne veux pas que toutes les autres briques soient impactées. En quoi ça résout notre problème? Eh bien, ça nous permet de séparer les règles métiers des détails d'implémentation et d'éviter les régressions fonctionnelles lors des migrations techniques. Là, tout va bien. Et ça nous permet une approche agile et ça permet de garantir la testabilité des règles métiers. On peut implémenter la logique métier sans choisir la stack technique. On n'a pas besoin de l'API au début pour vérifier que notre modèle fonctionne correctement. On n'a pas besoin d'une base de données spécifique, on peut retarder le choix de la base de données. Et on n'a pas besoin de framework de mock pour tester tout ça. Et beaucoup plus intéressant, si on vient à mon exemple où j'ai 3 grosses incertitudes, en fait, mes 3 grosses incertitudes, c'est des incertitudes d'infrastructure. Quel solver je vais utiliser, quelle database je vais utiliser, et quand est-ce que l'API sera disponible. Donc, en attendant d'avoir ces informations et de pouvoir prendre les décisions, on peut mettre en place des éléments temporaires. Typiquement, ce que nous, on a fait, sur le solver, on a mis un tout petit bout de code qui faisait style, il résolvait un problème. Sur la base de données, on a mis des trucs en mémoire jusqu'à ce qu'on détermine ce qu'on allait utiliser. Et sur l'API, on a mis en place une fausse API qui nous permettait d'injecter et de récupérer des données. 6 mois plus tard, alors que le projet était en cours de mise en production, on a effectivement branché l'autre API à la place, celle qu'on était censé utiliser, qui était prête. On n'avait toujours pas choisi de base de données. Donc, on était toujours en mémoire et ça nous allait très bien. Et par contre, on avait trouvé le solver qu'on allait utiliser. Et il se trouve que le solver, on l'a mis dans une autre appli. Et donc, on avait un appel API qui se faisait vers le solver et non pas un appel dans le code. Donc, l'architecture est devenue hautement adaptable. L'avantage de pouvoir faire des choix comme ça en mettant des substituts partout, c'est qu'on se génère un feedback rapide. C'est vraiment l'esprit de l'agilité. C'est on va tester notre modèle très très vite, on va le montrer, on va mettre une API devant quand même parce que sinon l'utilisateur il ne se rend pas compte du résultat. Mais on va être capable de proposer ça très très vite à notre utilisateur alors qu'il y a encore plein de choix qui ne sont pas faits. Mais en même temps, ça nous permet de valider le produit, de valider la fonctionnalité. On se posera les questions techniques plus tard. Et ça permet de retarder les choix d'architecture. Et ça, si vous écoutez des gens comme Martin Fowler aujourd'hui, c'est vraiment la clé du succès de se dire qu'on prendra la décision au dernier bon moment. Et donc, si vous pouvez retarder le choix de votre base de données pour savoir s'il vaut mieux une relationnelle ou un Mongo, vous avez déjà gagné quelque chose. Et ça permet de partager la vision au sein des équipes. Les architectures en oignon, les clean architecture ont vraiment le même but que l'architecture hexagonale. Mais aujourd'hui, je trouve ce schéma-là beaucoup plus visuel en fait, quand je le présente aux équipes, notamment quand je les présente aux jeunes développeurs, parce que c'est quand même des concepts qui sont un peu aboutis. Et le fait de leur présenter ça vraiment sous cette forme-là, plutôt que sous la forme d'un cercle, etc. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche mieux, ça prend mieux. Et ça permet de naviguer assez rapidement et de représenter assez facilement ce qui se passe. Bon, alors je vois que j'ai beaucoup de gens aguerris dans la salle, donc vous n'êtes peut-être pas tous comme ça en ce moment. Mais on a fait assez de théorie, on va aller voir un cas pratique. Okay. Donc en cas pratique, je reprends l'URL que je vous ai mis là, si vous l'avez raté tout à l'heure.
j'ai créé une application qui permet de gérer des tournois. Okay, donc elle permet donc un tournoi type, tout type de tournoi quand l'application sera grande et célèbre et tout ça. Pour l'instant, elle permet juste de gérer des tournois de type round robin, donc c'est des tournois de type championnat en fait, où vous faites que chaque équipe se rencontre une fois toutes les autres équipes. On crée le tournoi, on ajoute des participants, on ajoute une ou plusieurs phases de round robin dans le système, et ensuite on lance le tournoi et ça nous crée les matchs. Et donc le tournoi peut commencer. Techniquement, on a une API REST en entrée et une base Mongo pour le stockage. Pour information et pour l'anecdote, quand j'ai codé cette application, j'ai codé que le domaine pendant une semaine. Et ensuite, j'ai branché l'API et j'ai branché la base Mongo pour le stockage. Donc en fait, j'ai codé toute ma logique avant de me dire, OK, maintenant, comment je l'expose au monde et comment je stocke. Et bon, voilà, c'était une expérience que j'ai faite et ça marche. J'ai eu très, très, très peu d'adaptation à faire. Et donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de m'assister dans la mise en place de la saisie du résultat des matchs. Donc, on va utiliser un endpoint qui s'appelle patch, des tournaments. En données, on va avoir le nom du participant qui a gagné et le score. Et on traitera des cas d'erreur. Donc 404, le tournoi n'existe pas. Pareil, si le match n'existe pas dans la phase qui est en cours. Et puis 400, si on nous a donné un nom de vainqueur qui n'est absolument pas connu du match, donc qui n'a rien à voir avec le match en question. Pour qu'on fasse ça, il va falloir qu'on ajoute un ID au match à leur création. J'ai bien créé les matchs, mais je ne leur ai pas assigné d'ID pour l'instant, puisqu'ils n'avaient pas besoin d'être accédés. C'est clair pour tout le monde? Eh bien, on y va alors. Alors là, c'est la partie qui est un petit peu plus technique pour moi, puisque je suis sur l'écran d'à côté. Je vais essayer de ne pas tout casser, pas tout débrancher par erreur. Hop. Par curiosité, combien l'ont installé sur leur machine et vont suivre depuis leur machine ici? Aucun? 2, 3? Ah si, quand même. Très bien. Parfait. OK, alors si on regarde le projet, bon, il y a un peu de lumière. Hein. Est-ce qu'au fond, vous arrivez à voir? À peu près? Mieux, merci. OK, si on regarde le projet, ah ouais, là, ça a tout changé. Merci. Donc, si on regarde le projet, on a deux grands dossiers. Hein. J'ai essayé de rester de coller le plus au schéma que je vous ai fait. Un dossier domaine, un dossier infra. Okay. Le dossier infra, il contient mon adapteur d'entrée, qui va être mon API, et deux adapteurs de sortie, un de stockage, qui est un Mongo, et un système de génération d'ID que j'ai mis en externe, juste pour montrer qu'on pouvait le faire. À la réflexion, ce n'est pas la meilleure idée de design que j'ai faite après coup. Dans mon domaine, je vais avoir mes ports, des ports d'entrée et des ports de sortie. Donc les points jaunes qui étaient à gauche et les points... alors les points jaunes qui étaient à gauche, qui d'ailleurs, je ne mets pas l'interface personnellement. Si on revient très vite fait sur le schéma, vous apercevrez, je ne l'ai pas montré, mais... Hop. Vous apercevrez qu'ici, le point jaune a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce que j'aime pas me mettre des interfaces pour le plaisir de mettre des interfaces. Et en fait, la probabilité que je substitue un use case métier à un autre use case métier, elle est assez faible. Donc, tant que je n'ai pas besoin de mettre une interface, j'évite de la mettre. Les systèmes d'injection de nos jours font ça très bien. Et en plus, j'en ai pas besoin pour les tests. Je vais vous montrer pourquoi. Par contre, ce point jaune-là, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment l'endroit où j'en ai besoin. Voilà, c'était juste pour clarifier. Et donc, vous trouverez mes ports d'output, donc mes ports de sortie qui sont des interfaces, donc la génération de l'ID et le stockage du tournoi. Et vous trouverez, donc moi j'ai décidé de ne pas faire des use cases, j'ai décidé de faire des commandes et des queries.
Bon, ça ne change pas grand-chose dans les faits, si ce n'est que j'ai vraiment une liste exhaustive de toutes les opérations que je peux faire individualisées par fichier. Et donc, par exemple, si je regarde, je ne sais pas, le démarrage d'un tournoi, hop, j'ai ma commande. Ouais. Ouais, alors en fait, je peux faire ça, normalement. C'est mieux. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai pas forcément accès à mon projet à côté, donc on va faire des allers-retours. Par contre, quand on... N'hésite pas à me rappeler, voilà, quand on regarde le code, si j'oublie de passer en mode présentateur. Donc j'ai une commande qui est ici. Cette commande, elle renvoie un résultat qui est généralement uniquement un ID ou rien du tout, hein. C'est globalement les choix. Là, j'utilise une feature de Kotlin qui est assez pratique. Ce que vous enverrez souvent, normalement, c'est soit vous envoyez un résultat, un ID, soit vous balancez une exception. Le problème de balancer des exceptions, c'est que votre API, elle ne sait pas combien elle doit en récupérer. Elle ne sait pas si votre modèle va balancer 1, 2, 10, 15 exceptions, elle n'en sait rien du tout. Et du coup, il y a un risque que vous loupiez une exception et que ça finisse en erreur 500. Kotlin a une feature qui est très, très intéressante pour ça, qui s'appelle sealed class. Dans une sealed class, on liste tous les résultats possibles. Et en fait, quand l'API va implémenter le résultat de cette sealed class, en fait, elle n'a pas le choix. Quand elle va vouloir chercher quel est le résultat, elle va devoir implémenter toutes les branches. Donc, s'il en manque une, le code ne compile pas. Donc, vous vous assurez de cette façon que votre API, elle n'a pas loupé un cas fonctionnel. Après, il y a toujours une erreur 500 qui peut partir, hein. S'il y a une exception qui n'est pas attrapée par le domaine parce qu'il y a un null pointer ou je ne sais pas quoi, parce que vous avez un bug dans votre domaine, elle va finir en erreur 500 derrière parce que personne ne la rattrapera. Néanmoins, j'ai la liste de tout ce qui peut se passer. Donc, quand je démarre mon tournoi, soit ça a bien marché, soit mon tournoi, il est déjà démarré, et donc ça ne sert à rien de le redémarrer, soit je n'ai pas assez de participants, donc ça ne sert à rien de démarrer le tournoi, soit je n'ai pas de phase de défini, donc j'ai assez de participants, mais je suis incapable de répartir les gens, soit mon tournoi n'existe pas. Et j'ai Guillaume qui me dit que Result est natif en Kotlin en ligne. Je prends bonne note. OK. Ce qu'on va regarder, c'est comment je teste. Là, je suis allé dans l'infra un petit peu, voir à quoi ça ressemblait. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on peut tester. Je vous disais que quand j'ai démarré l'application, j'avais ni API, ni système de stockage. Si vous regardez les tests que vous voyez là, vous ne verrez aucun test unitaire. Il n'y en a pas. Alors, je vois déjà les gens crier au loup. Il n'y a pas de test unitaire, mais néanmoins, j'ai un coverage qui est extrêmement bon. Je ne sais pas si j'ai 100%, je ne l'ai pas lancé, je ne vous le cache pas. En fait, je fais des tests d'acceptance. C'est-à-dire que je fais des tests où je rentre dans mon... En fait, je teste tout mon hexagone vert en une fois. Je teste tout mon domaine en une fois. Je fais des tests où je rentre dans le use case, enfin dans la commande ou dans la query, et je vais jusqu'au port de sortie. Et les ports de sortie, ils sont moqués, donc ils sont là. J'ai des stubs qui me stockent mes tournois et qui me génèrent mes ID. Okay. Et donc, grâce à ça, en fait, je génère des tests. Je ne sais pas si je veux vérifier les tests de départ du tournoi, par exemple. Hop, je repasse en vue complète. Et ça doit lancer le tournoi quand ça se passe bien. Et donc, je vais créer un tournoi. Donc là, j'utilise un builder assez pratique. Je dis, je veux un tournoi avec 8 participants aléatoires, avec un round robin en place. Donne-moi le tournoi et sauvegarde-le dans le port de sortie. J'exécute ma commande, je vérifie que c'est un succès, et après, je peux retourner chercher mon tournoi pour vérifier que dans mon tournoi, il y a bien un statut qui est égal à démarrer. Okay. Je peux vérifier pareil qu'il y a une erreur s'il n'y a pas assez de participants, qu'il y a une erreur si le tournoi n'existe pas, etc. Donc, je peux vérifier tous mes cas. Ouais.
de réussir à comprendre d'où vient l'erreur? Parce qu'en fait, Alors, tu testes un gros périmètre avec un test d'acceptance. ouais, je teste un gros périmètre avec un test d'acceptance. C'est effectivement, tu as raison, Arnaud. En fait, c'est un choix à faire. Je ne veux pas trop rentrer en détail, sinon on ne va jamais coder, mais pour faire court, quand vous faites un test unitaire vraiment sur une classe, le jour où vous avez besoin de changer votre classe, il faut changer tous vos tests. Donc en fait, moi, j'étais vraiment un aficionado des tests unitaires pendant très très longtemps, et en fait, je me suis rendu compte que vos tests unitaires, ils fichent votre design. Si jamais vous avez besoin de changer votre design, mais en termes d'architecture de classe, vous êtes obligé de vous demander la question de qu'est-ce qu'on fait des tests unitaires. Okay. Aujourd'hui, les architectures sont axées sur finalement des backends qui sont assez petits, ou en tout cas des modules qui sont assez isolés les uns des autres. On essaie de faire des modules qui font jamais plus de quelques milliers de lignes, peut-être dizaines de milliers. Et donc, en fait, se retrouver, voir ce qui déconne, en fait, avec un debugger, avec tout ce qu'on a aujourd'hui à disposition, ça devient assez facile. Donc, il y a un choix à faire entre, c'est un trade-off, hein, entre le temps que vous passez à écrire vos tests et la quantité de feedback qu'ils vous apportent. Et moi, le meilleur trade-off que j'ai trouvé, c'est ce genre de niveau, en fait. C'est de dire, je vais tester toute ma zone verte, et si je fais une modif dans ma zone verte, je suis au courant si ça déconne. Après, l'avantage, c'est que je peux réorganiser ma zone verte vraiment comme je veux. J'ai une mauvaise compréhension de mon modèle DDD. En fait, je me rends compte que le modèle que j'ai posé, ce n'est pas le bon. Et ben, ce n'est pas grave. Je vais tourner le modèle dans tous les sens. Je vais le refactorer jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Et à l'extérieur, je suis convaincu. Je suis convaincu que ça marche à la fin puisque je n'ai rien cassé. J'ai rarement des mauvaises surprises. J'ai plutôt un gain de temps, en fait. La seule mauvaise surprise que tu peux avoir, c'est si tu commences à casser ton modèle et que ça transparaît à l'extérieur, bah, il faut modifier tes tests. Mais ça ne coûte pas plus cher que si tu avais eu tes tests unitaires à modifier. Voilà. Sachant que ces tests-là, comme vous l'avez vu, tous mes stubs sont en mémoire, etc., s'exécutent en... Allez, si ça prend 2 secondes pour l'intégralité des tests, c'est le bout du monde. Si on regarde aussi rapidement les autres types de tests que j'ai des tests d'architecture. Alors, non, on va revenir sur cela après. J'ai des tests d'intégration. Donc là, dans mon test d'intégration, je teste depuis mon API en entrée jusqu'à ma database en sortie. J'ai une vraie database de tests. Alors, on pourrait la moquer, on pourrait la démarrer avec un test containers. Il y a plein de façons de faire. Là, je l'ai mise. J'ai un Mongo dans le cloud qui est connecté dans la chaîne de connexion hein, pour que vous puissiez tous démarrer l'app s'il y a besoin. Et donc, je teste l'intégralité de ma chaîne. Donc, j'ai un test à 2 niveaux. Je teste mon métier et une fois que c'est bon, je teste toute mon infra d'un coup. Si j'ai besoin de tests unitaires localement parce que je fais un truc compliqué, je peux les mettre. Typiquement, si vous voulez tester l'algo qui crée le round robin, bah, vous pouvez mettre une couche de test unitaire juste sur cet algo-là. Ça vous permet de vérifier que vous l'avez bon. Il n'est pas trivial en plus. Je ne les ai pas ici parce que je les ai codés en TypeScript avant de porter en Kotlin, mais j'avais écrit tous ces tests-là à une époque. Et j'ai un troisième niveau de test. Enfin, j'ai un troisième élément de test qui sont les tests d'architecture. C'est extrêmement important que les 3 règles que j'ai notées, elles soient respectées le plus possible. Les 3 règles, je rappelle, le domaine ne connaît pas l'infra, les infras ne se connaissent pas entre elles, et qu'est-ce que j'ai mis en troisième? Les adapteurs ne connaissent pas les autres. Et donc, en fait, vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Vous pouvez mettre des modules Maven ou des modules .NET ou n'importe quoi qui ne se connaissent pas les uns les autres en disant celui-là, il a le droit de connaître que ça, etc. etc. Ou alors, vous pouvez écrire des tests d'architecture. Pourquoi faire? Pour des raisons de hot reload, notamment. Je travaille en Quarkus. Quarkus est capable de hot reload mon backend instantanément. Par contre, il sait le faire que si c'est un projet Maven. Si je vais toucher à un projet Maven à côté, il est perdu. Donc, j'ai qu'un seul projet, enfin Gradle en l'occurrence. J'ai qu'un seul projet et donc j'utilise un framework qui s'appelle ArchUnit, qui est un petit framework très utile, qui est capable de dire, par exemple, que aucune classe qui est dans le package domaine ne doit connaître une classe du package infra. Il va même plus loin que ça. On peut définir une architecture hexagonale en disant, bon, bah, en fait, une architecture hexagonale, c'est une architecture en oignon avec quelques layers en moins.
où le domaine est là, les adapteurs sont là, et voilà la liste de mes adapteurs, et donc ils ne doivent pas se connaître entre eux. Ça me garantit que je ne fais pas un truc que je n'ai pas le droit de faire. Okay. Si vous avez vu ma commande, je fais quand même un truc que je n'ai pas le droit de faire. Là et là. Ma commande, elle est injectée automatiquement par le système d'injection de dépendance de Quarkus. Okay. Je l'ai accepté parce que ça m'arrange. Je pourrais tout créer à la main probablement si je le voulais. Vraiment faire des new de tous mes éléments. Normalement, c'est assez sain sur le principe parce que comme je ne suis pas censé avoir 10 000 dépendances pour chaque commande, ça doit passer. Néanmoins, j'ai accepté de prendre ce risque, sachant que du coup, si je passe sur Spring parce que Quarkus ne me plaît plus, et ben, il va falloir que je change un peu mon système d'injection. OK, bon, on va regarder si tout fonctionne. C'est le moment où l'effet Bonaldi se déclenche normalement. Donc on va lancer les tests d'acceptance pour commencer. Pendant ce temps-là, je regarde sur le chat s'il y a des éléments. Merci à Guillaume qui envoie un article sur l'intérêt d'éviter les exceptions. Et oui, sur le libvaveur pour Java, effectivement, que j'avais vu qui permet de mettre en place ce genre de comportement. Alors après, je ne suis vraiment pas un expert Java, hein, ce n'est pas mon cœur de métier. Alors, ça a compilé, c'est déjà une bonne nouvelle. Et voilà, 983 millisecondes, ça va, c'est plutôt pas trop mal. Donc tous mes tests sont au vert, OK. Et si je lance mes tests d'intégration, bon, on les lancera tout à l'heure, ils sont un peu plus longs à se déclencher. On verra après. OK. Alors, il est 10h58. On a 3 gros quarts d'heure sur lesquels on peut avancer. Donc, première étape, on veut ajouter les ID à nos matchs pour être capable de les appeler ensuite par le endpoint. OK, alors là, je vais tricher un peu, histoire qu'on passe pas trop de temps. Pour ceux que ça intéresse, il y a une branche TP. Et cette branche TP, elle contient toutes les étapes qu'on va dérouler là. Je me suis assuré que ça marchait avant. Pour pas avoir trop de mauvaises surprises. Et dans cette étape de TP, du coup, vous allez voir qu'on va pouvoir écrire les tests. OK, donc je vais cherry pick cet élément-là. Et qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a surtout donné voilà. J'ai un test ici, je vais mettre en grand pour que ce soit visible pour tout le monde. J'ai un test ici qui vérifiera que tous mes matchs ont bien un ID. D'accord? Donc, je lance le début de mon tournoi. Je prends le résultat, je vérifie que ça s'est bien passé. Je vérifie que mon tournoi, c'est bien un tournoi démarré. Donc, j'ai deux entités d'un point de vue DDD. J'ai le tournoi qui est en cours de préparation et j'ai le tournoi qui est démarré. Au moment où je démarre mon tournoi, ça me donne un tournoi démarré. Je prends la première phase, je vérifie que c'est une round robin et je vérifie que j'ai ma liste de matchs. Ça, c'était déjà vrai avant. Et par contre, je vérifie aussi que tous mes matchs ont des ID. OK, si je relance mes tests d'acceptance, donc là, je travaille sur mon modèle. Hein. Si je relance mes tests d'acceptance, les tests devraient passer au rouge.
Donc, il y a une autre chose qu'on a été obligé de faire, du coup, hein, c'est dans le match, ajouter la notion d'ID. Donc, je suis allé l'ajouter aussi en disant que c'était un entier. OK, c'est rouge, ça me rassure. Est-ce que quelqu'un veut prendre clavier-souris et explorer le domaine pour trouver où est-ce qu'on met les ID des matchs? Pas de volontaire? Très bien. Allez, on va démarrer de la Start Tournament commande. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, elle va chercher le tournoi déjà, parce que si le tournoi n'existe pas, le problème il est réglé. Et ensuite, elle va prendre, donc elle va vérifier que le tournoi n'est pas déjà démarré, parce que si le tournoi est déjà démarré, ce n'est pas la peine de le démarrer. Et surtout, si le tournoi n'est pas déjà démarré, c'est que c'est un Registered Tournament, on le sait. Donc Registered Tournament, c'est mon tournoi avant qu'il soit démarré. C'est le tournoi où on peut enregistrer des participants et créer des phases. Et il appelle Start dessus. Là, je rentre vraiment dans le cœur de mon métier. Hein. Je suis dans le Registered Tournament, donc je suis dans mon modèle DDD. Mon Registered Tournament, bah, c'est un agrégat en fait. Il contient des participants, il contient des phases de tournoi. Je vais vérifier déjà que je peux démarrer le tournoi, donc plein de vérifications. Et ensuite, je vais créer le tournoi. Au moment où je crée le tournoi en cours, mon modèle va dire, OK, je vais regarder à quelle phase j'en suis. Donc, par défaut, bah, je suis à la phase 0, hein, je démarre mon tournoi. Et si jamais je n'ai pas de match dans la phase en cours, je vais aller calculer les matchs. Alors, une tournament phase, c'est... Enfin, il y en a plusieurs. Et dans ce cas précis, je veux une round robin, donc un tournoi de type championnat. OK. Bon, là, l'algo de round robin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il consiste à dire, bon, si j'ai que 2 participants, de toute façon, ça va être vite vu. En dessous de 2, je ne peux pas démarrer mon tournoi, donc ce n'est même pas la peine que je traite le cas. Mon modèle se débrouille tout seul pour gérer sa consistance. Et au-dessus de 2, alors si j'en ai un nombre impair, je crée un participant virtuel. Et ensuite, je prends le premier participant, enfin, je liste la moitié de mes participants en haut, une moitié en bas, je fais les matchs, et ensuite, je fais une rotation circulaire de 7, enfin de n-1 participants, j'en laisse un fixe, je fais tourner, et je refais mes matchs, jusqu'à ce que j'ai fait le tour complet. OK, c'est pas moi qui le dis, c'est Stack Overflow. Voilà, toujours est-il que ça marche, étant testé derrière. OK, donc ce qu'on va faire, c'est que bah, si j'ai que 2 participants, donc les ID de match, c'est un entier. Généralement, quand vous faites un tournoi, c'est incrémental, quoi. Le premier match à l'ID 1, et puis vous alignez comme ça. Donc, bah, si j'ai que 2 participants, je vais mettre un ID de 1. Et ensuite, dans le cas où je n'ai pas que 2 participants, et bah, je vais me faire un var current match ID égale 1. Donc, je vais prendre tous mes participants, je vais faire ma boucle qui détermine comment on fait les matchs. Et ici, je vais dire que l'ID, c'est, comment je l'ai appelé, current match ID. Plus. Voilà. Pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble la rotation pour obtenir la phase suivante, ça ressemble à ça. Il est plus facile à comprendre qu'à coder. Bref. Et normalement, si on lance nos tests, ben, ça devrait aller mieux. Donc là, je suis au niveau acceptance. Je suis dans mon hexagone vert. Okay, je suis en train de vérifier que mon modèle fonctionne. C'est mon premier incrément. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je vérifie que mon API elle a les informations aussi. Donc je suis dans une double boucle, sauf que ma première boucle, elle n'est pas unitaire, c'est de l'acceptance, et ma deuxième boucle, c'est de l'API.
Mes tests sont verts, c'est une bonne nouvelle. OK, alors pour la suite, je vais directement lancer l'application. Pourquoi je vais directement lancer l'application? Parce que Quarkus propose un système Quarkus Dev et ça nous permet de lancer les tests et l'application et de bénéficier du hot reload. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une modif, le système est capable de me relancer mes tests. Donc là, il va compiler les tests une fois. Il y a tout dedans. Et pour l'instant, normalement, tous les tests devraient être verts parce que globalement, je n'ai pas touché grand-chose. Et surtout, je n'ai pas dit à mon API qu'elle s'attendait à avoir un match ID. OK. Je vais maintenant récupérer le test d'intégration rouge. C'est pareil, il y a un peu de boilerplate. Donc, si on regarde le test d'intégration rouge, hop, je repasse un peu grand écran. Si on regarde le test d'intégration rouge, et bien, par exemple, quand donc je dis mon test que mon API doit retourner les matchs du tournoi, donc je crée un tournoi avec Alice et Bob, 2 participants. Je ne suis pas en train de tester mon algo complet là. Je suis dans l'intégration, je sais que dans mon acceptance, mon test est blindé, donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vérifier que l'algo de round robin il fonctionne. C'est de vérifier que l'interfaçage de toute mon API à ma base de données fonctionne. Donc j'ajoute des participants, j'ajoute une phase, je démarre. Donc tout ça, ça envoie des appels, enfin ça simule des appels HTTP, évidemment. Et derrière, je récupère mon tournament, donc dernier élément d'envoyer. Et je dois m'attendre à ce que j'ai un statut à started, j'ai une phase et mes matchs, j'en ai un. Et l'ID du premier, c'est 1 aussi. Pour ceux qui cherchent le moteur d'assertion, là, il s'appelle Strict. Et donc, c'est ce qui permet de composer. Et il a énormément de fonctionnalités qui permettent de dire, voilà, je veux vérifier que cet objet est de tel type. Et une fois que je sais qu'il est de tel type, je peux creuser dans l'objet et donc imbriquer mes différents éléments. OK. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on agisse? À votre avis, à quel endroit est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des modifs? Oups. Des idées, des avis? Donc le domaine, a priori, c'est géré. On l'a fait sur les tests d'acceptance. Donc il ne reste plus que l'infra. Bon, l'endroit logique où on va vouloir aller voir, c'est l'API déjà. On va aller voir les DTO. Donc j'ai un match DTO dans lequel j'ai ajouté un ID quand j'ai cherry pick le test rouge, puisque sinon ça ne compilait même pas. Sauf qu'il n'est pas rempli. Donc là, j'ai des mappers qui transforment mes objets métiers en DTO. Alors ces mappers, ils sont ultra importants quand vous mettez ce genre d'architecture en place. Pourquoi ils sont ultra importants? Parce que si vous regardez ici, tous mes DTO doivent être sérialisés. Enfin, doivent être sérialisables, puisque sinon, ils ne sont pas envoyables en JSON par HTTP derrière. Okay. Si je n'avais pas ces DTO, en plus, ça veut dire que je ferais porter à mon modèle le fait qu'il est sérialisable. Donc j'attacherai, en plus j'attacherai derrière potentiellement un moteur de sérialisation à mon modèle, ce que je n'ai absolument pas envie de faire. Ça, c'est la première raison, c'est que je ne veux pas m'attacher à la technique. Je l'ai fait déjà une fois avec l'injection de dépendance, ce qui est limite. Je n'ai pas envie de prendre cette décision une deuxième fois. La deuxième chose, c'est qu'il y a très probablement des informations que je ne veux pas transmettre à l'utilisateur. Typiquement, je ne sais pas, si on parle du tournoi, qui est la dernière personne qui a modifié le tournoi? L'API, elle s'en moque. Ou le participant, est-ce qu'il a bien payé sa cotisation
au moment où je vais afficher le tournoi, c'est pareil, je m'en moque aussi. J'en aurai sûrement besoin pour un autre use case où l'organisateur veut voir à qui il doit réclamer de l'argent, mais je ne veux pas émettre ces informations à l'extérieur pour le moment. Ce qui veut dire que ces DTO-là, ils ont vraiment pour but de dire « Ok, mon modèle, c'est mon modèle, et mon DTO, il est là juste pour donner de l'information. » Du coup, mon modèle évolue comme il veut. Ça me permet de me dire, de toute façon, c'est le domaine qui gagne. Dans tous les cas, je ne veux pas que mon domaine soit contraint par ce qui se passe à l'extérieur. Ok, donc j'ai mon match DTO, il est là, j'ai un ID, il faut que je trouve le mapper. Alors, vous verrez que ce n'est pas la plus belle façon de mapper en Kotlin. Quand on touchera au DAO, on les verra. Mais globalement, là, voilà, je suis en train de mapper dans chaque match. Et donc là, vous voyez que j'ai un ID qui est nul. Donc, je vais prendre l'ID du match. Et il se trouve que, pour une raison quelconque, mon API a décidé qu'elle renverrait les matchs ID sous forme de chaîne de caractères et non pas d'entier. Bah, c'est le problème du matcher de faire ça. Si je relance mes tests, ça ne marche toujours pas. Ouais, alors, si je relance l'appli parce que Quarkus est fâché avec tous les objets, dès que je touche un objet sérialisable, il est un peu fâché, il perd le sérialiseur. Je crois qu'ils ont un bug en cours là-dessus. En attendant que ça redémarre, si je relance mes tests, ça ne marche toujours pas. Parce que je m'apercevrai que l'ID est vide. Pourquoi l'ID est vide? Une idée? Parce que je n'ai pas stocké l'ID dans la base de données. Okay. Dans la base de données, c'est le même principe. J'ai des classes de transfert, j'ai des DAO. C'est tout aussi important d'avoir des DAO que des DTO. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon modèle sache de quelle façon je vais stocker mes données. Donc là, c'était un Mongo, j'ai du bol, ça match à peu près en termes de structure. Si j'avais une base relationnelle, il aurait potentiellement fallu que je fasse différemment. Et donc là, on voit que c'est un match DAO. Et donc là, c'est une implémentation que je préfère. Mes mappers sont directement à côté de mon DAO. Donc je sais que mon DAO, lui, il a un participant et un opponent. Il va très probablement lui falloir un ID. Et là, je suis obligé de mettre un point d'interrogation parce que je ne sais pas si je connais l'ID. Ça, c'est lié au framework qui fait la sauvegarde. Il a besoin d'un constructeur sans paramètres de façon à pouvoir faire sa construction et réhydrater ensuite. C'est pareil, si j'avais utilisé le modèle, le domaine pour stocker en base, j'aurais dû affaiblir mon domaine en mettant des var nullable partout. Je ne veux pas voir ça. Mal au cœur. J'ai mon match DAO. Et ici, du coup, il faut que je lui mette un ID. Je vais prendre l'ID du match. Une virgule là-bas, ça marchera nettement mieux. Pardon, j'ai oublié le full screen. Hop là. Et ça, c'est le mapping dans un sens, évidemment. Il me faut le mapping dans l'autre. Là, je vais devoir me faire confiance sur le fait qu'il y a un ID. Il me dit. Ouais, il me dit qu'il ne sait pas s'il y a un ID. J'ai plusieurs possibilités. Soit je peux le forcer en me disant je suis sûr qu'il y en a un. Soit ici, je peux lui dire écoute, ça, c'est une variable qui a quand même une valeur par défaut de 0. Et donc, on sortira. Et donc là, c'est que des affaiblissements que je suis obligé de faire. C'est que des assouplissements que je suis obligé de faire pour être capable de gérer la réhydratation de mon modèle. Et donc là, normalement, tout va bien. Et que je lance mes tests. On devrait avoir des tests qui sont tous au vert avec mon match qui a bien son ID.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Voilà. Tous les tests sont verts. OK, donc moi, enfin, ce que je retiens beaucoup de ce sujet-là avec les DAO et les DTO, c'est qu'on se dit tous qu'on aimerait bien s'en passer parce qu'on a autre chose à faire qu'écrire des mappers. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que si on veut faire des applis, si on a vraiment des applis avec un fort métier et des applis qui sont robustes, on ne peut pas s'en passer en fait de ces mappers-là. Ils sont nécessaires pour nous permettre de garantir que le cœur du métier soit toujours sain et qu'on lui impose jamais des choses sous prétexte qu'il faut rendre sous tel ou tel format. Ok. Donc, ce n'est pas la partie la plus fun, mais voilà. Après, si vous n'avez pas besoin des DAO parce que vous stockez directement ce qui arrive de l'API et qu'il n'y a pas de règle métier, en fait, vous n'avez juste pas besoin de l'architecture hexagonale. Donc, le problème ne se pose pas. Ouais. L'identifiant l'IT, là, c'est une problématique de persistance, mais c'est une problématique d'infra. Pourquoi c'est le domaine de générer cet identifiant pour laisser l'infra le faire? Alors, c'est une bonne réponse, c'est une bonne question. On pourrait complètement laisser l'infra le faire, tu as raison. Cet ID, finalement, aujourd'hui, on n'en a pas nécessairement besoin. C'est pour l'infra d'éviter comment les générer l'IT. Voilà, le problème, c'est je ne sais pas, comme je ne connais pas mon infra, je ne sais pas quel type d'ID va être généré. Okay, je veux être capable de contrôler cette génération d'ID quand même. Donc, par exemple, quand je crée un tournoi, je dis pas à mon infra, voilà l'ID crée-moi l'ID, retourne-moi l'ID du tournoi dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'un ID, j'ai besoin de l'identifier, j'ai besoin que ce soit une chaîne de caractères. J'ai décidé que ça devait être une chaîne de caractères dans mon modèle. Je ne peux pas dire c'est un truc. Enfin, potentiellement, j'en vais en avoir besoin pour autre chose. Donc, je ne peux pas juste dire c'est n'importe quoi. Et alors que si tu vois, si derrière tu mets un ID auto-increment dans un Postgre, bah, ce sera un entier. Donc il faudra derrière que tu décides si c'est une chaîne de caractères ou pas. Donc je suis obligé, j'ai le droit de fixer la chaîne de caractères. Maintenant, j'ai une règle dans mon métier en fait qui est importante, qui apparaissait peut-être pas clairement là, c'est les ID ne doivent pas y en avoir deux, et surtout ils doivent s'incrémenter. Ça doit être des ID incrémentaux. C'est-à-dire que les matchs, quand tu vas suivre un match, un tournoi de je ne sais pas quoi, de tennis, de badminton, de n'importe quoi, en fait, les gens qui sont à la table, ils disent match numéro 1, un tel, match numéro 2, un tel, tu suis sur un échéancier ce qui se passe et tes matchs, ils sont dans l'ordre. Donc, c'est une vraie règle métier, en fait. Il y a du métier derrière. Si ça avait été qu'un ID technique, purement technique, j'aurais pu laisser n'importe qui le générer. Dans ce cas précis, j'ai des règles métiers qui sont associées. Ça répond à la... Très bien. Et bien maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'implémentation de la saisie du résultat. Je surveille le temps, il nous reste 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe encore une petite demi-heure sur le sujet. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et puis après, un petit wrap-up avec des questions s'il y en a. Donc, j'ai fait mon test d'intégration, il est passé au rouge. J'ai fait un refacto. Bon, peut-être. J'ai raté un truc, peu importe. Je fais... Est-ce que j'ai un test d'acceptance rouge en stock? Non, ça c'est pour le faire passer en vert. Il est là. Donc, je vais fonctionner toujours de la même façon. J'implémenterai mon API à la fin. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que ça a sur mon modèle. OK, je viens de comprendre. Je vais prendre le merge. C'est pas grave. Je vais prendre ça et je vais remettre l'ID là où il était. Donc en fait, j'avais fait un refacto dans mon système où j'avais mis l'ID au début parce que je trouvais ça mieux.
je ne l'ai pas fait ici. Sauvegarde les changements. OK. Hop. C'est pas très grave. Pas besoin de commit dans ce cas précis. Hop, je vais retrouver mes tests d'acceptance. Je vais les relancer. Pardon, ils sont là. Il existe un risque que ça ne compile pas, puisque je n'ai pas fait le refacto que j'ai fait sur ma démo initialement. Je prends le risque. Et donc, qu'est-ce que j'ai ajouté dans acceptance? J'ai ajouté un test qui me permet de mettre à jour le score du match. Donc, je crée une nouvelle commande qui me permet de mettre à jour le score du match. OK, cette commande, donc c'est une commande, donc elle ne retournera rien. Et qu'est-ce que me dit le test? Elle me dit, bah, je vais créer un tournament. Ce tournament, il a une round robin phase et dedans, il y a un match. Je vais mettre ça en stockage. Et ensuite, je vais faire une mise à jour de mon score. En disant, bah, le gagnant du match, c'est Alice et le score, c'était 1-0. OK, donc là, ça ne va pas compiler, il va râler. Je n'ai pas fait le refacto. Voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'il est en train de me dire, que je n'ai pas été assez rapide. Je relance. Donc là, je le fais comme ça, mais j'aurais pu demander effectivement à Quarkus juste de relancer les tests. Les tests d'acceptance sont lancés en même temps que les tests Quarkus. On aurait gagné un peu de temps. Voilà, c'est rouge. C'est rouge parce que ce n'est pas implémenté. Jusque-là, ça se tient. OK, donc maintenant, on va essayer d'implémenter ça. Alors, comment on implémente ça? Eh ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on récupère le tournoi. Donc, là, je récupère mon tournament de mon storage. OK, donc je vais appeler le storage port. Je vais lui dire récupère le tournoi. Trop douane. Ici, voilà. Je vais finir la conf avec un torticolis, mais ça, c'est un autre sujet. Hop. Quand je fais un when, voilà, il me dit tu peux ajouter les branches manquantes. Donc, dans le cas où c'est un succès, bah, je vais retourner result.tournament. Et dans le cas où le tournoi n'existe pas, bah, pour l'instant, je ne le traite pas, mais comme vous voyez, il y a un énorme to-do, donc ça va se voir tout de suite si jamais je ne l'ai pas traité par la suite. Ensuite, je vais prendre mon tournament. Alors, je vais être obligé de vérifier. Je ne vais pas le vérifier. Je vais assumer que mon tournament, pour l'instant, c'est un ongoing tournament. On ne sait rien s'il est en cours. Potentiellement, j'ai récupéré un tournament registered, mais c'est un autre cas d'erreur. Donc là, c'est le cast qui me dit que je vais avoir un test supplémentaire à gérer. Je vais prendre mon ongoing tournament et là, je vais faire update match. Et je vais passer le match à mettre à jour. Et c'est mon tournoi qui est responsable de faire la mise à jour du match.
Mon tournoi, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que le match, s'il est quelque part, il est dans la phase en cours. Je prends ma phase en cours. Il serait nettement mieux si elle était private val là-haut. Donc je prends ma phase en cours et j'ai pas mis que c'était une tournament face. Voilà. Je prends ma phase en cours, je prends les matchs et je recherche le match dont l'ID est celui de mon match. 2 égales, c'est mieux. Et sur ce match-là, alors là, il peut se passer plein de choses. Hein. Là, il peut se passer plein de choses. Je peux ne pas trouver mon match parce qu'il n'est pas dans cette phase en cours. Donc, autrement dit, il n'y avait aucune raison de venir le saisir ici. Et puis là, donc du coup, là, c'est ce que le système me dit. Hein. Il me dit ça peut être nul. Là, donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, je vais lui forcer ça. Un nouveau test à implémenter qui prouve que quelque chose doit être ajusté. Et puis là, je vais juste mettre à jour le score. Mettre à jour le gagnant. Et là, pareil, il pourrait se passer quelque chose que je n'ai pas. Il pourrait se passer que le gagnant n'est pas parmi les participants du match. Auquel cas, j'ai un autre cas d'erreur à gérer. Donc ça, c'est tous les cas qu'on s'était listés au début, là, qui ne sont pas traités pour l'instant, puisque je traite le cas de succès. OK, mon match est mis à jour, j'ai plus qu'à sauvegarder le tournoi. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi est-ce que c'est pas Match qui est responsable de faire ça. Il pourrait très bien être responsable de faire ça. Pour l'instant, j'ai décidé que le match avait 0 logique dans mon modèle, il ne fait rien. En l'occurrence, si je voulais durcir la logique, typiquement vérifier que le match est démarrable, c'est-à-dire qu'il y a au moins que les 2 participants sont bien identifiés avant de saisir le score, etc. Je pourrais rajouter toute cette partie métier ici. Okay, typiquement, dans un tournoi round robin, vous connaissez déjà tous les participants à la base. Dans un tournoi en élimination simple type Roland Garros, vous ne connaissez pas les participants de la demi-finale tant que les quarts de finale n'ont pas été joués. Donc je pourrais mettre de la logique dans mon match. Pour l'instant, mon match, c'est une data class. Elle ne fait rien de très intelligent. Alors, par contre, j'ai un problème de batterie que je n'avais pas vu venir. Hop. On va espérer que c'était juste un branchement et que la multiprise fonctionne. Je fais au pas. On est sauvé. Les aléas du direct. Et je me suis fait engueuler parce que je n'ai pas fini mon implémentation. Effectivement, j'ai mis à jour mon match. J'ai mis un point virgule aussi, ce qui ne sert à rien du tout. Et comme j'ai mis à jour mon match, ce que je peux retourner, c'est success. Okay, j'ai aucune information à retourner. Juste dire que ça s'est bien passé, puisque derrière, mon API va se saisir de ça et dire 204, j'ai bien mis à jour, il n'y a pas d'update de modèle. Enfin, j'ai bien mis à jour et je n'ai pas de contenu à te renvoyer. Et je relance. Donc avec un peu de bol, ça va être vert. Là, on a 2 options. Je vais vous laisser choisir. Soit on continue à implémenter le cas d'erreur jusqu'au bout,
C'est-à-dire qu'on attaque la deuxième boucle au niveau test API. Soit on traite le cas nominal jusqu'au bout, soit on traite les cas d'erreur dans le domaine. Vu le temps qui nous reste, un quart d'heure, je ne pourrais pas faire les deux, clairement. Est-ce que vous avez une préférence? Ouais, mais après, débrief, questions, échanges, tout compris, je pense qu'un quart d'heure, c'est... Après, si vous voulez voir plus de code pendant encore 33 minutes, c'est possible. Une préférence? Ok. Je vous propose d'aller voir les cas d'erreur, parce qu'on va se poser des questions sur comment on les remonte, comment ça marche. Parce que faire des mappings, je pense que vous savez tous faire. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, surtout qu'on en a déjà fait un. Puis c'est bien, comme ça, je pars un peu dans le sauvage. Je n'avais pas prévu cette partie-là. Donc, l'ajout d'un match fonctionne quand tout est OK. Très bien. Alors, donc, ce que je veux tester déjà, le test suivant, ce que je vous propose de faire, c'est return. Donc, on va retourner un cas d'échec quand le tournoi n'existe pas. Okay, c'est vraiment le cas bête, mais pas quand même. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire juste mets-moi à jour le tournoi qui n'existe pas, regarde le résultat et vérifie que ce résultat est un update match score result tournament does not exist. Évidemment, le système ne connaît pas. Je vais aller créer la classe. Alors, je vais aller créer la classe à la main parce que là, je sens qu'avec les seed classes, hop, tournament does not exist. Date match score result. Le test va mieux. Le test va mieux. Okay. Le test me dit qu'il faut que j'arrête de mettre des parenthèses dans mes types de fonctions. Je ne sais pas ce qu'il me dit. Tiens, intéressant. On va le lancer. Il ne va pas compiler. Voilà, c'est ça. C'est que les parenthèses n'étaient pas au bon endroit. Merci. Tu dois avoir les yeux sur le code, ça ne suffit pas. Il est en train de builder, il est en train de lancer, évidemment. Ça va être rouge. Voilà. Et donc là, c'est le fameux cas qu'on avait là, hein, qui n'était pas prévu. Donc vous remarquerez que mes ports de sortie retournent aussi ce genre d'éléments, des get tournament result. Donc là, c'est vraiment mon port de sortie, mon tournament storage qui retourne ça de la même façon que mon port d'entrée en fait. Et l'avantage, c'est la même façon, c'est mes use cases sont obligés d'implémenter tous les cas de sortie. Donc là, je peux retourner un update match score result. Tournament does not exist. Et si je relance, on devrait être ouvert. Ok, on va faire un cas plus intéressant. Je propose de laisser tomber le cas où le tournoi n'est pas démarré pour le moment. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe si le participant ne fait pas partie du match. Non, si le match n'existe pas.
Et donc, je vais reprendre la config de là-haut, parce qu'elle était très bien. Je vais l'extraire. Et ongoing tournament. Bien. Je me crée un tournoi en cours. Donc là, je peux utiliser un builder, etc. Je ne le fais pas parce qu'il me reste 13 minutes. Mais là, clairement, je peux créer un builder qui gère tout ça pour moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une mise à jour du match numéro 2. Comme mon tournoi n'a qu'un match, il y a de fortes chances. Je n'ai même pas besoin de mon tournoi. Si, j'ai besoin de mon tournoi ici. Ah, je vais m'attendre à ce que result soit un. Et là, donc, je vais prendre un update match score result. Et je vais dire que c'est un match does not exist. Hop. Il est en train de builder, ça devrait être rouge. Donc là, comment on va faire? Là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est comment on va faire. Pourquoi comment on va faire? Parce que notre match qui n'existe pas, le moment où on détecte que le match n'existe pas, c'est en fait quand on met à jour la phase en cours. Donc là, on est dans le tournoi. Donc je suis dans mon modèle, je suis dans mon DDD. Et je me rends compte que j'ai une erreur qui n'est pas prévue, en fait. Donc là, il y a deux options sur lesquelles je ne sais pas trop trancher. Donc je vais plutôt attirer votre attention. L'option 1, c'est de dire le use case, il est chargé de vérifier que toutes les données en entrée, elles sont bonnes. Donc il va aller vérifier lui-même que le match existe bel et bien. Et l'autre option, c'est de dire, non, non, c'est de la responsabilité du tournoi ou de la phase ou de celui, en tout cas, qui traite la saisie du résultat que de renvoyer une erreur. Mais auquel cas, je ne vais pas m'amuser à chaque fois que je fais un appel de fonction à renvoyer mon type composite, là, parce que ça va devenir un peu fou. Et donc, à ce moment-là, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est de renvoyer une exception fonctionnelle et que cette exception fonctionnelle soit attrapée par le use case qui transforme ça dans un résultat codé. Okay. Pourquoi je m'autorise ça alors que je ne me l'autorise pas sur l'API? Parce que mon domaine, lui, se connaît. Je pars du fait que l'intégralité du domaine a confiance en lui et que donc, je connais les cas d'exception qui vont sortir et que mes use cases vont devoir rattraper. Okay. J'ai tendance à préférer cette solution. Pourquoi? Parce qu'en DDD, c'est la responsabilité de votre modèle de vérifier qu'il est consistant. Et donc, de mon point de vue, sauf cas vraiment tricky où typiquement il faut vérifier que l'objet est d'un certain type pour pouvoir appeler des méthodes dessus, on n'a pas le choix, je préfère que ce soit mon modèle qui fasse sa validation interne avant de faire les changements. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais explicitement, moi, de mon côté, dire c'est à lui de vérifier, c'est à mon tournoi de vérifier si le match existe bel et bien avant de faire la mise à jour. Okay. Donc je prends mon match, et là, si mon match n'existe pas, je vais lancer une match does not exist exception. Petit point de syntaxe que je ne sais jamais.
crois que c'est ça. Hein. Je crois que j'ai fait 3 langages différents cette semaine. Ça commence à se mélanger dans ma tête. Hop. Je vais extraire ça dans un fichier séparé. Je vais mettre ça dans mon modèle. J'ai un très joli dossier qui s'appelle. Voilà. Et oui, je vais l'ajouter à Git. Merci. Et je vais retourner. Ça peut être un throwable, ça peut être une exception. J'ai pas de. Et évidemment, ça ne suffit pas de lancer cette exception. Il faut l'attraper. Pour la retourner correctement. Donc je fais try, catch, et dans le cas où j'ai une match does not exist exception, c'est e2.match does not exist exception. Je vais retourner. Voilà, c'est formaté de la plus belle des façons. Voilà, c'est mieux. Si je relance mes tests, ça devrait se passer un peu mieux. Ouais, pour répondre à Guillaume qui est en ligne, qui dit que Cotest est sympa aussi et puissant pour les assertions, je ne l'ai pas testé Cotest, j'avoue. J'ai testé la librairie standard Kotlin qui pour le coup n'est pas, pas très puissante pour les assertions et je suis tombé sur Strict qui me plaît bien pour le langage. J'ai une question en Q&A. Ah oui, je n'avais pas vu la section Q&A, mes excuses. Ce qui est dans la style de classe Start Tournament Result, ça ressemble beaucoup à des événements. DDD est orienté events. Je ne sais pas trop si là, ce que je renvoie, c'est des événements, en fait. Pour moi, c'est surtout des cas qui sont fixes d'erreur. Alors, effectivement, on pourrait faire complètement de la synchrone en disant ben, envoie-moi ta commande et puis je récupérerai le résultat plus tard en événement. Mais là, l'idée, c'est plus de restreindre le type de sortie pour s'assurer que les API ou les consommateurs à l'extérieur, ils aient une vision claire de tout ce qui peut arriver. Voilà, que demain, ce soit quelqu'un qui apprenne le développement et qui doit faire ça en socket parce que la connexion est vachement plus dynamique. Ils ne se posent pas la question de tout ce qu'ils doivent traiter et qu'il ait déjà la liste de tout. Bon, le temps que je lise ça, mes tests sont passés au vert, ce qui est une bonne nouvelle. Et on peut, je ne sais pas, on peut finir. Ben là, on va avoir le même problème, par exemple, si le vainqueur identifié, ce n'est pas le bon. Should return an error if winner is not correct. Donc, je prends mon tournoi, je le crée comme d'habitude, create ongoing, et je vais faire la même commande qu'au-dessus. Du coup, on va arrêter de taper pour le plaisir. Voilà, et je vais dire que le vainqueur, c'est Carole, alors que c'est un match entre Alice et Bob. Et donc, je m'attends à un invalid winner exception. Un invalid winner. Ouais, merci beaucoup. On vient de s'éviter un cycle rouge supplémentaire. Effectivement, moi, quand j'écris des tests, 75% du temps où le test est rouge, c'est parce que j'ai mal écrit le test. Mais j'ai quand même décidé que ça valait le coup pour les 25% restants. Donc, j'ai écrit mon test. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un invalid winner qu'il faut que j'ajoute. Ici.
Ah. Il me dit qu'il faut que je mette un espace. Hein. Les traits rouges que vous voyez, c'est Catalint qui se rebelle contre le fait que je ne reformate pas automatiquement sur ce PC. Et donc bah là, si je reprends, donc je vais virer mon DAO, mon DTO, tout ça. Mon storage, j'en ai plus besoin. Donc voilà, j'ai bien une erreur. Je m'attendais à ça, je ne l'ai pas eu. Si je renavigue, que je reprends ma commande, je vais faire update match. Update match, ici, il faut que je vérifie si le winner name n'est pas le nom de mon premier opponent et si le winner name n'est pas non plus le nom du deuxième, je balance une invalid winner exception. Et je connais pas cette classe, je la crée. Hop. Et si tu veux, on va le laisser throwable, c'est très bien. Voilà. Et donc ça ne suffit pas. Il faut que je revienne en arrière dans mon match et que je dise, eh bien, si j'ai une invalid winner exception, et je vais retourner invalid winner. Les tests se lancent, ils devraient être verts. Je vous propose qu'on ne fasse pas tous les autres cas de tests parce que voilà, je pense que vous avez compris le principe. Toutes les idées de est-ce que vous lancez des exceptions, est-ce que vous faites remonter par des booléens sur le statut ou par des objets, des styles classes en plus, le résultat d'update match, etc. C'est vous qui voyez en fait l'intérêt des tests que j'ai mis là en place, c'est qu'en fait vous pouvez changer l'implémentation interne comme vous voulez, vous pouvez manipuler autant que vous voulez, faire du refacto, tout ça de toute façon. Typiquement, un cas à faire clairement. Hein. Clairement, un refacto qu'il faut que je fasse là, je veux dire, ça, il faut que j'extrais en fonction. Tout ça, il faut que je l'envoie dans le match parce que ça ne fait aucun sens. Il faut à minima que j'envoie dans la phase parce que c'est à la phase de gérer ça, voire même dans le match parce que ça ne fait aucun sens que ce ne soit pas le match qui gère ça. Mais en fait, ce n'est pas grave, je suis couvert par mes tests d'acceptance, donc je modifie ça comme je veux. Si j'avais fait des tests unitaires, là, j'aurais mis mes tests unitaires dans update match et puis je me serais dit, mince, maintenant, il faut que je le vérifie dans phase, etc. Donc j'aurais dû mettre des tests unitaires dans phase et dans. Voilà. Et j'aurais passé, déjà que je passe beaucoup de temps à écrire des adapteurs, etc. Si en plus je passe beaucoup de temps à faire mes refactos, ça devient pénible en fait. Moi j'aime bien faire du métier et pas juste des mappeurs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Des façons de faire différentes, des expériences à partager aussi, hein. Merci déjà pour le retour. Donc, sur le dépôt de code que vous avez, hein, qui est disponible, il est sur mon GitHub, il est en accès libre. Vous avez une branche TP qui reconstitue les éléments de test qu'on a là, et puis vous pouvez jouer avec l'application. Je ne suis pas sûr que je passe beaucoup de temps à aller beaucoup plus loin sur l'appli, mais voilà. C'était en tout cas une appli intéressante à monter avec des cas un peu tricky où il y a du vrai DDD, en fait, il y a du vrai métier, parce que finalement, on ne fait pas tellement d'applications que ça où il y a des vraies règles implicites qui régissent les interactions entre nos objets.
En tout cas, j'ai peut-être pas encore assez de bouteilles pour les voir à chaque fois. Juste quelques petits slides de conclusion, voilà, pour finir, et puis après, on prendra des questions s'il y en a. Moi, ce qui m'importe, quand je suis très, très attaché à tout ce qui est test, c'est voilà, peut-être une lubie, voire une paranoïa. J'aime me dire en permanence que mon logiciel fonctionne et que je n'ai pas besoin de vérifier, que je ne tremble pas quand je déploie en production. Je vous ai montré un certain nombre de types de tests. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait faire du test unitaire, effectivement, n'importe où. Donc, vous pouvez prendre une classe de votre domaine et décider de la tester unitairement. Ça marche très bien. Moi, je me suis placé là pour la démo. Donc, je me suis placé au niveau acceptance, ce qui est une bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que ça a deux intérêts majeurs. Premier intérêt, vous contrôlez l'intégralité de votre domaine, donc vous pouvez moduler votre domaine comme vous voulez, vous pouvez le refacto comme vous voulez. Deuxième intérêt, vous pouvez mettre, si vous le voulez ou pas d'ailleurs, des éléments type Gherkin autour pour faire vos tests d'acceptance et donc extraire une documentation de ce que votre métier fait réellement. Okay. Alors moi, j'ai des retours assez personnellement assez mitigés sur Gherkin à ce niveau-là, parce que c'est bien beau. En fait, ça, c'est clairement les devs qui vont l'écrire. Il n'y a pas un monde où le... Enfin, il n'y a pas un monde. Il y a un monde où le PO va l'écrire, mais j'y crois pas trop. Et donc, je n'ai pas trouvé de vraie valeur là-dessus. Je préfère que mes tests d'intégration, à la limite, soient suivis par un PO, ou mes tests end-to-end si j'ai plusieurs back-ends. Et donc, la dernière fois qu'on a fait ça, les tests d'acceptance, on avait mis du Gherkin à l'origine. On a dû faire une réécriture pour une raison de changement de langage, qui est voilà, le seul endroit où, tant pis pour le domaine, il faut le réécrire. Et on a fait sauter ce framework. On s'est dit que c'était juste de la valeur en trop. Il y a un type de test qui a été mis en avant notamment par Thomas Pierrin qui s'appelle l'outside-in. L'outside-in consiste à... lui, il aime bien prendre l'API en plus. En disant, vous prenez votre cas depuis l'API et vous allez jusqu'au port de sortie. Sur le port de sortie, vous mettez un stub, donc un truc en mémoire, etc. Et éventuellement, vous pouvez ouvrir vos tests pour dire, si je te passe telle config, tu prends le stub, et si je te passe telle config, tu vas réellement en base de données. Et du coup, ça devient de l'intégration. Donc en fait, la différence entre outside-in et API, moi j'ai mis des tests API là pour vous démontrer, c'est-à-dire que j'avais une vraie base de données derrière. Mais en fait, j'aurais pu imaginer les deux types de tests qui sont là, et j'aurais dû montrer que la souris, il y a des gens en ligne, pardon. Si je retrouve mon mulot, les deux types de tests qui sont là, en fait, sont assez liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire que votre outside-in, vous puissiez dire prends un mock ou prends la vraie base, en fait, ça devient un test d'intégration. Alors, c'est un peu... Il y a quelques contraintes. Je ne l'ai pas mis en place. Là, j'aurais aimé faire le test. J'ai un peu manqué de temps. Il y a quelques contraintes parce qu'il faut à tout prix que votre interface de stub, elle soit identique. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez à aller chercher, à aller vérifier des appels sur votre stub ou des choses comme ça, puisqu'en fait, vous ne pourrez pas le faire sur la vraie implémentation. Donc, ça fonctionne si votre port de sortie il est complet. Typiquement, si je suis capable d'ajouter un tournoi aussi bien que de ressortir un tournoi. S'il y a des opérations qui sont uniquement en input, en entrée et jamais en sortie ou en restitution, ça devient très très compliqué de voir ce qui se passe, les effets visibles. Okay. Donc ça veut dire que vos classes de test ne doivent pas vous proposer des méthodes supplémentaires d'observabilité. Voir si tel élément a bien été appelé, voir si tel élément est bien dans la HMAP que vous avez mis pour simuler votre base de données, etc. Mais si vous arrivez à faire ça, par contre, vous avez quelque chose d'ultra puissant. Parce que vous pouvez tester en mémoire localement, ça vous prend quelques secondes, et vous pouvez faire des tests API complets juste derrière pour vérifier qu'en plus l'intégration avec la base de données fonctionne. Quelques retours sur les erreurs à éviter. La première implémentation que j'ai faite en architecture hexagonale, je l'ai faite en TypeScript. En TypeScript, on adore les interfaces. On n'utilise pas tellement les classes. Par contre, les interfaces, c'est vraiment le cheval de bataille. On a mis des interfaces partout. Donc, on a mis des interfaces devant notre query commande. Mais alors, on est allé plus loin que ça. On a mis des interfaces sur notre modèle. Ne faites pas ça. Pourquoi ne faites pas ça? Parce qu'en fait, le but de votre modèle, c'est de s'auto-valider. Si vous mettez des interfaces, vous êtes obligé d'en plus reconvertir votre modèle vers le nouveau type au moment où vous rentrez
dans l'hexagone. C'est-à-dire que si votre create tournament commande et prend une interface en entrée, comme vous, ce que vous voulez créer, c'est un tournament, vous allez devoir vérifier, vous allez devoir transposer ça dans un objet qui s'auto-valide, sinon vous n'êtes pas DDD. L'objet ne porte pas, si l'objet ne porte pas sa validation, il n'est pas conforme à ce qu'on se fixe sur le DDD. Donc évitez de mettre les interfaces partout. En plus, ça devient illisible. Enfin, moi, j'ai des développeurs, ils se sont perdus et j'ai beau leur faire des schémas, c'était pas possible. Il y avait beaucoup trop d'indirections, votre IDE n'arrive plus à suivre. Enfin, quand je code, je suis là pour m'amuser, pas pour râler contre le code que j'ai mis en place. Une erreur qu'on a fait aussi à un moment, c'est qu'on a refusé de mettre des DTO et des DAO. On s'est dit, les DTO, les DAO, c'est trop de boulot. On n'est pas là pour faire des mappings. Bon, là, je vous l'ai montré tout au long de la présentation, mais vos DTO, vos DAO, ils ne matcheront pas votre modèle. Soit parce qu'il va falloir la rajouter de la sérialisabilité, soit parce qu'il va falloir relâcher certains champs pour que votre système en base de données puisse créer les objets, etc. C'est pénible. Ce n'est pas la partie la plus fun de notre boulot, mais c'est la seule façon que vous avez de vous assurer que votre modèle, il est toujours en vie, il est toujours indépendant de ce qui se trame autour de lui. Et le dernier élément, c'est d'adapter trop vite les ports à la technique. Donc là, quand j'ai fait le test, en fait, j'ai dit au système, sauvegarde-moi un tournoi, et effectivement, je n'avais pas d'adhérence, ça s'est passé tout seul, ça a bien marché. Cool. En vérité, si demain, vous changez profondément votre système d'infrastructure, vous passez d'une base de données à un appel API externe, etc., peut-être qu'il arrivera un moment où l'objet que vous sortirez de votre modèle, il n'aura pas assez d'informations, ou alors peut-être que, je ne sais pas, il va falloir des champs supplémentaires qui seront nécessaires, etc. Ça peut arriver, mais dites-vous par défaut que ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire, ne vous laissez pas soumettre à une contrainte technique avant d'avoir étudié si vous n'aviez pas un workaround qui est beaucoup plus efficace. Typiquement, en base de données, là, j'ai voulu que ma génération d'UID, ce soit la mienne, que je puisse choisir quelle UID je voulais mettre pour mes tournois. MongoDB, il m'a dit non, mais moi j'ai un système d'Object ID, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, ouais, c'est pas autrement. Et bien, j'ai quand même refusé l'adaptation en disant mais très bien, tu stockes tes objets sous forme d'Object ID si ça t'amuse, mais moi je vais toujours t'appeler avec un UID. Je vais toujours t'appeler avec mon ID à moi. Je ne veux pas savoir comment tu stockes, ce n'est pas mon problème. D'accord ? Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, je prends mon Object ID, enfin tant pis, je vais générer des Object ID. Ou alors je vais faire un adapteur de génération d'ID qui va me rendre un Object ID. Mais ce n'est pas ce que je veux en fait. Si je fais ça, je me soumets au fait que j'ai choisi Mongo. Et pour aller plus loin, si ça vous a intéressé, alors moi, comme je vous disais, l'architecture hexagonale, j'en ai pas fait tellement longtemps finalement. Ça fait à peu près 1 an et demi que je creuse le sujet. La référence en France, c'est DDDFR. Voilà, vous avez le lien, mais vous allez dans le YouTube, vous tapez DDDFR, vous aurez toutes les informations. Et vraiment, la référence française, enfin moi, la personne que je suis le plus, c'est Thomas Pierrin qui amène ces éléments-là. Et notamment, il a fait une conf avec Cyril Martraire qui s'appelle « Coder sans peur du changement avec la même pas mal architecture hexagonale » en Devoxx 2015. Donc, j'ai que 5 ans de retard sur la scène française. Enfin, peut-être 10, parce que ça fait peut-être 5 ans qu'ils ont creusé le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est d'excellentes ressources pour approfondir. Ils font des exemples de code. Sur des DDFR, j'ai vu aussi un après-midi du DDD où ils prenaient une application qui n'était pas du tout... qui était vraiment bordélique, et ils transformaient ça en architecture hexagonale derrière. C'est des très beaux cas d'implémentation. Moi, j'ai fini de mon côté. Il nous reste un peu moins de 5 minutes si vous avez des questions, des points